Peut-être je vais me présenter un peu mon travail d'abord pour que vous situiez un peu le contexte. Donc je travaille dans un institut donc, qui s'appelle, l'abréviation c'est IRD, Institut de recherche pour le développement. Et pour vous situer un peu, donc en France il y a différents instituts de recherche que vous connaissez peut-être mieux, notamment le CNRS qui est une grosse machine. Et il y a d'autres instituts plus petits. Vous connaissez certainement l'INSERM, qui a deux tutelles, qui est le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé. Après, vous avez des instituts comme l'INRA ou l'INRAE, qui dépend aussi du ministère de l'Agriculture. Il y en a d'autres. Et alors celui-ci, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que sa tutelle, c'est le ministère des Affaires étrangères. En fait, c'est un institut qui était conçu au départ comme une sorte de mini-CNRS à l'époque où la France avait des colonies en Afrique. Donc, ils avaient dit, pour vous dire à quand ça remonte, ça date de 1943. Et le nom à l'origine, c'était Office de recherche scientifique coloniale. Bon. Donc, c'était en fait faire de la recherche géologique, agronomique, médicale, sur tout ce qui concernait les colonies de l'époque. Et donc évidemment, à l'indépendance, les choses ont changé. Donc ça s'est transformé en ce qu'on appelait la coopération scientifique avec les anciennes colonies. Donc il y a eu une époque qui s'appelait Office de recherche scientifique des territoires d'outre-mer. Et puis bon, l'Institut a subsisté au fil du temps et il y a une vingtaine d'années, il a été rebaptisé Institut de recherche pour le développement, qu'il faut entendre dans le sens pour les pays en voie de développement, disons. Et donc, c'est une structure, on a des chercheurs, donc il y a chargé de recherche, directeur de recherche, moi je suis chargé de recherche. Et il y a une spécificité, c'est que souvent, on est amené à être expatrié dans ces pays-là. Donc, moi j'ai passé 4 années au Maroc, à l'université, et aussi des fois des périodes plus courtes, comme 3 mois au Sénégal, ou même des fois dans des pays qui ne sont pas d'anciennes colonies, comme l'Afrique du Sud, ou même en Chine. Donc ça, c'était un peu pour vous situer l'Institut. Et donc, si vous voulez, si vous imaginez ça comme une sorte de mini-CNRS, donc il y a des gens qui étudient les sciences sociales, des gens qui étudient les sciences sociales en lien avec les pays en question, quoi. Donc surtout les pays africains ou d'Amérique du Sud. Il y a des gens qui étudient la géologie, les volcans, le climat, l'océanographie, toutes sortes de sujets, les maladies tropicales, c'est un grand classique de mon institut, les moustiques, on a tous les spécialistes des moustiques. Et donc il y a, un peu comme chez vous, si vous voulez, la modélisation s'est introduite dans vos programmes, et ben, de la même manière, les gens ont dit, bon, c'est bien toutes ces spécialités, mais ce serait bien d'introduire un peu de modélisation mathématique. Et donc, il s'est créé une petite unité d'une dizaine de personnes, basée en région parisienne, à côté de Paris, Bondy. Vous connaissez peut-être Mbappé, il vient de Bondy, plus connu que l'IRD. Donc, donc on étudie, on fait travail sur la modélisation mathématique de sujets assez différents. Et donc moi, ma spécialité, c'est plutôt la modélisation des épidémies et plus généralement de la dynamique des populations. Sur ce sujet, et donc il y a une douzaine d'années, j'avais écrit ce petit bouquin, Histoire de mathématiques et de population, où en fait, c'était un livre de vulgarisation, hein. C'était presque destiné à mes enfants, si vous voulez. Si mes enfants voulaient savoir à peu près de ce sur quoi je travaillais, je me suis dit, tiens, je vais faire un livre. Et donc c'est un livre qui est sous forme, qui est écrit de manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'il mélange vulgarisation et aspect technique mathématique, si vous voulez. Donc il y a plein de petits chapitres, et à chaque fois, en fait, je raconte. Donc il y a un personnage principal, si vous voulez, dans chaque chapitre.
Au début, je raconte sa vie, d'où il vient, tout ça. Puis j'arrive au moment où il a eu son idée géniale, entre guillemets. J'explique en détail avec les calculs. Et bon, à la fin, bon, il y a y compris les applications numériques. Et puis à la fin du chapitre, je raconte la fin de la vie du personnage. Et puis il y a une petite bibliographie. Donc il y a, si vous voulez, il y a trois... En dynamique des populations, il y a 3 ou 4 grands thèmes. Le thème le plus classique, c'est la démographie. Donc qui concerne les populations humaines. Ensuite, vous avez l'écologie, qui concerne plutôt les populations animales et végétales. Ensuite, vous avez une partie qu'on appellera plutôt la génétique des populations. Et disons quatrième sujet qui est important, c'est l'épidémiologie. Hein, tout ça, ça rentre dans la dynamique des populations, mais à chaque fois le sujet, il y a des petites variations, mais les modèles quand même se ressemblent beaucoup, donc c'est pour ça qu'en fait, il arrive qu'on les présente tous ensemble, comme dans ce bouquin-là. Donc, le livre va dans l'ordre chronologique, et point de vue difficulté mathématique, ça va aussi crescendo, puisque évidemment les trucs les plus anciens sont les plus simples, et puis quand vous arrivez à la fin, ça devient plus compliqué. Donc, je m'étais dit que si je vous parlais un peu des premiers chapitres, normalement le niveau devrait rester raisonnable pour les collégiens. Donc, j'ai une fille en 3e et une en 1re. Donc j'ai une vague idée de à peu près le niveau qu'on a à ces endroits-là, à ces moments-là. Donc, bon, dans le bouquin, il y a des sujets très classiques que vous connaissez sûrement, puis il y en a d'autres beaucoup moins connus. Donc j'espère que vous allez apprendre des choses. J'ai une petite hésitation sur l'ordre dans lequel je vais faire la présentation. Peut-être je vais commencer par l'idée que j'ai eue récemment. Je me suis dit la semaine dernière, de quoi ? Il faut que je trouve une accroche, vous voyez. Et en fait, j'ai trouvé un personnage dans mon bouquin qui vient de Haute-Saône. Je me suis dit, ça tombe bien. Donc, si ça ne vous gêne pas, c'est peut-être pas le modèle le plus simple du bouquin, mais il est tout désigné. Donc, je vais vous parler de... Est-ce que quelqu'un devine ? Non ? Parmi les... Non ? Cuvier. Comment ? Cuvier. Non. Cournot. Antoine Augustin Cournot, donc qui vient de Gray. Oui, Gray. Donc, bon, alors, de quoi s'agit-il ? Donc, Cournot, je vous raconte un peu sa vie, comme ça, même si je ne suis pas spécialiste. Donc, il vient de Gray. Son père était le proviseur, enfin, on disait principal à l'époque, du collège de Gray. Donc, et il s'est un peu passionné pour les mathématiques. Dans sa jeunesse, il a dû tomber sur des bouquins. À l'époque, ça devait être Laplace, le bouquin de référence. Et donc, il est devenu... Après, il est allé à Paris, je crois, à l'école normale. Et il a enseigné les mathématiques. Je crois qu'il est devenu très vite inspecteur académique. Et puis, il est devenu recteur. Notamment, il a été longtemps recteur à Dijon. Et il avait aussi un penchant un peu philosophique. Il avait fait des livres mélangeant, si vous voulez, un peu philosophie et mathématiques, notamment autour des questions de probabilité. Et donc le livre, le texte, alors exactement, je ne me souviens plus du titre
les livres dont je vais vous parler, c'est 1847. Je vous retrouve le titre exact, pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, 1847. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « De l'origine et des limites ». De la correspondance entre l'algèbre et la géométrie. C'est un titre un peu obscur, on ne voit pas très bien de quoi il va parler là-dedans. Soit dit en passant, vous pouvez maintenant récupérer les bouquins, vous savez, beaucoup ont été numérisés. Et celui-là, par exemple, je crois qu'on peut le récupérer sur un site, je crois que c'est archive.org. Bref, de toute façon, la référence doit être dans mon bouquin. Et c'est aussi l'avantage d'être écrit en français, parce que dans mon histoire, c'est une histoire de tous les pays, donc c'était pas évident a priori qu'il y aurait du français. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Il y a un truc, un modèle, qui fait intervenir des probabilités. J'ai oublié de vous dire pourquoi Cournot était connu maintenant. Cournot, il est connu de trois groupes. Il est connu des économistes. Il est connu comme avoir écrit le premier bouquin sur la modélisation mathématique en économie. Donc tous les économistes connaissent Cournot. Il est un peu moins connu des philosophes. Il a écrit des bouquins de philosophie. Et bon. Et alors ce truc-là, c'est une histoire très bizarre en fait, parce que ce bouquin est passé longtemps inaperçu. Et vers 1990, un historien des mathématiques en France s'est rendu compte que dans ce bouquin, il y avait la démonstration d'un résultat qui était un peu étonnant. Donc le modèle dont il est question, c'est un problème de démographie, de transmission des noms de famille. Donc c'est pas un sujet très politiquement correct, puisque on va parler que des messieurs, parce que c'est plus simple. Disons, le père transmet son nom à ses fils, et bon, traditionnellement, comme vous savez, en France, le nom de famille est transmis plutôt par les garçons. Donc c'est plus le cas maintenant, mais bon, on se replace dans les conditions de l'époque. Alors, quelle est l'idée de ce modèle? Alors d'abord, je dois dire que, en fait, Cournot, c'est pas lui qui a vraiment pensé au modèle. Le modèle, il vient de son ami bien-aimé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de celui-là, Irénée Jules Bien-Aimé, qui était un statisticien, probabiliste, qui faisait ça pendant son temps perdu, parce qu'il était fonctionnaire au ministère des Finances. Accessoirement, il s'intéressait à des modèles de probabilité. Donc, venons-en à ce modèle. Donc, imaginez que vous avez un monsieur avec un certain nom de famille, et il a des enfants, disons, il a des fils, et c'est un nombre un peu aléatoire, vous voyez. Il y a des gens qui ont 0 fils, il y en a qui en ont 1, 2, 3. Donc imaginons la situation où, disons qu'il y a une probabilité P0 d'avoir, on va dire probabilité P0 d'avoir 0 fils,
une probabilité P1 d'avoir un fils et une probabilité P2 d'avoir deux fils. Bon, on pourrait imaginer qu'on puisse avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8 fils, mais bon, pour simplifier la présentation, on va se limiter à P0, P1, P2. Donc, ce sont des probabilités, donc la somme des probabilités, ça doit faire 1. Donc, par exemple, on pourrait avoir, imaginez qu'on ait 25% de chance d'avoir 0 fils, 50% de chance d'en avoir 1, et puis 25% d'en avoir 2. 25%. Et on imagine que de génération en génération, c'est toujours la même loi, c'est-à-dire que les fils du personnage initial, eux-mêmes, auront des fils qui suivront cette loi. Donc si vous voulez, on peut faire des simulations. Vous faites ça sous forme de jeu, si vous voulez. Si vous avez un dé, vous jetez le dé, et puis par exemple, si on tombe sur le 1 et le 2, on dira qu'il a eu 0 fils. Si on tombe sur, je sais pas moi, 3 et 4, on dira qu'il a un fils. Et si on tombe sur 5 et 6, il a 2 fils. Donc ça donne lieu à des arbres. Vous voyez, par exemple, là c'est la génération. Donc, la génération initiale, on va l'appeler la génération 0. Et on va dessiner, par exemple, imaginons que le premier, l'ancêtre, il n'ait qu'un seul fils. Bon, dans ce cas-là, on trace comme ça. Et puis peut-être ce fils-là, il aura eu deux fils. Et puis, disons que par exemple l'aîné n'aura pas eu de fils, donc sa branche s'arrêtera là. Et l'autre, peut-être, il aura eu 2 fils, comme ça. Puis peut-être 1. Bref, par simulation, on peut faire des arbres différents. Donc des fois, ça sera comme ça. On produit, si vous voulez, des dessins comme ça, de manière aléatoire. Et donc la question que s'est posée Bien-Aimé et qu'a reprise Cournot, c'est de savoir quelle est la probabilité que le nom disparaisse au bout d'un certain nombre de générations. Donc le nombre qui va nous intéresser, c'est xn. Ce sera la probabilité d'avoir 0 descendant. 0 descendant à la génération n. Donc ici, n, c'est 0, 1, 2, etc. Si vous voulez, la génération, là c'est n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever le doigt. Jusque-là, tout va bien? Alors, comment on va calculer ce... Alors, vous voyez, déjà, au niveau des programmes, il faut avoir probabilité. Mais bon, maintenant, j'ai vu que ma fille, en 3e, elle a déjà des probabilités. Donc, 5e. Maintenant, ça arrive très tôt. Je sais qu'à mon époque, c'était l'horreur. Les programmes évitaient soigneusement les probabilités, mais maintenant, ils ne se retiennent plus. Bon, on fait ça de manière assez intuitive, donc il n'y a pas raison d'avoir très peur. Alors, vous voyez, la probabilité d'avoir 0 descendant à la première génération, bah, c'est facile. Si on part d'un seul individu, là, c'est P0. C'est la probabilité que cet ancêtre ait 0 fils. Bon, facile. Alors là où ça se complique, c'est quand on arrive à x2. Quelle est la probabilité que, à la deuxième génération, il n'y ait déjà plus personne?
Par exemple, si je vous fais, oui, par exemple, lui, il aurait deux enfants et chacun n'aurait pas de fils. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Soit l'ancêtre, là, celui qui démarre la famille, soit il n'a pas eu de fils. S'il n'a pas eu de fils, forcément, à la deuxième génération, il n'y a pas de première génération, donc forcément, il n'y a pas non plus de deuxième génération. Soit il a eu un fils, et ce fils n'a pas de descendant une génération plus tard. Je vous écris le terme suivant, après ce sera peut-être plus clair. Soit l'ancêtre a eu deux fils, et chacun des deux fils n'a pas de descendant une génération plus tard. Et on suppose qu'il n'y a pas de concertation sur la reproduction, hein. Ils sont indépendants, et chacun fait vie de son côté. Donc la probabilité que deux individus indépendants n'aient pas de fils, si pour chacun la probabilité c'est 1x1, ben ça sera x1 au carré. Hein, donc c'est la... Peut-être ça nécessite un peu de cogitation, mais on se convainc que c'est cette relation qui existe entre x2 et x1. Et de manière plus générale, la probabilité qu'il n'y ait pas d'enfant après n générations, c'est soit l'ancêtre n'a pas eu d'enfant, soit il en a eu un, mais donc on a avancé d'une génération, donc à la nème génération, il y a n-1 génération qui sépare le moment où on regarde et cet enfant-là. La probabilité qu'il n'y ait pas d'enfant n-1 génération plus tard, c'est xn-1. Et pareil, à partir de deux enfants, xn-1, chacun indépendamment au carré. Bon, ça, c'est une question peut-être un peu difficile, mais si l'élève n'a pas compris, on supposera que la suite xn est donnée par cette relation de récurrence avec x1 égale p0. Hein, et puis donc ça définit, on peut calculer x2 en fonction de x1, puis x3 en fonction de x2, etc. Donc pour n égale 2, 3, 4, etc. Donc si vous voulez, on est parti d'un problème un peu concret, problème de nom de famille, et on arrive à une équation, une suite, donnée par une relation de récurrence. Donc on tombe dans le cadre des mathématiques. Donc je vais peut-être vous expliquer qu'est-ce qu'on peut sortir de ce problème. Alors, remarquez que cette relation, elle peut s'écrire sous la forme xn égale une fonction de xn-1 où la fonction f serait p0 plus p1x plus p2 x au carré. Notez que les xn sont des probabilités. On est en train de calculer des probabilités. Donc nos xn, ils sont dans l'intervalle 0, 1. Enfin, c'est pas n'importe quel nombre. Donc on va s'intéresser à cette fonction sur l'intervalle 0, 1. Alors, remarquez que... alors, à quoi elle ressemble cette fonction ?
f de 1, c'est P0 plus P1 plus P2. C'est la somme des probabilités, ça fait 1. Donc elle passe par là, cette fonction. F de 0, c'est P0. Bon, disons, on va mettre P0 ici peut-être. Et c'est une brave fonction quadratique, là, un brave polynôme. Donc c'est P0, P1, P2 sont des nombres positifs, hein, sont des probabilités. Je ne l'ai pas dit, mais les P, alors on va peut-être pas indicer P indice K, sont des nombres compris entre 0 et 1. Donc c'est une fonction croissante. Hein, quand x augmente, visiblement tout augmente là. P1x augmente, P2x carré, tout augmente. Donc c'est une fonction croissante et qui passe par là. Donc, alors vous allez voir, il y a deux cas différents. Il faut tracer la diagonale là, et il va y avoir deux cas. Soit on arrive comme ça, soit si par exemple P0 c'est là, alors attendez, je vais faire deux dessins différents comme ça sera plus simple. Je vous dis déjà qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir deux situations bien différentes suivant la position. Alors disons, si P0 est là, on peut avoir un truc comme ça. Hop. 1, 0, 1. Donc ça c'est f de x en fonction de x et f de x en fonction de x. Je vais expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte Cournot? Hein, j'essaye de vous faire des trucs qui sont faisables à mon avis. Alors peut-être en troisième ce sera dur, mais au moins pour la première c'est faisable. Si, tracer les fonctions, je sais bien. En troisième, ah si, ils font que les fonctions affines et linéaires affines. Une fonction de manière générale. Seconde. C'est en disant seconde. À partir de seconde, peut-être on peut tracer cette fonction. Avant, ce serait un peu dur. Avant, on peut faire les probabilités, jouer un peu avec faire quelques simulations. Mais bon, désolé, je suis obligé de varier les niveaux comme ça. Alors, imaginons que nous soyons en première. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là? Alors, vous connaissez les suites récurrentes? Ça part comme ça. On peut faire des jolis dessins avec de la couleur. X1, c'est P0. Donc, par exemple, P0, on peut le retrouver ici. X2, c'est f de X1, donc c'est f de P0. Donc, on le retrouve là. On a X1 qui est là, on a X2 qui est là. On le retrouve là. Et X3, c'est f de X2, donc on le retrouve là. On retrouve là, et tac, 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 ça continue comme ça. Et dans l'autre situation, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, P0, il serait là. Donc X1 serait là. Vous voyez, il va se passer une chose différente. On veut savoir, par exemple, est-ce que quand n tend vers l'infini, est-ce que xn se rapproche d'une limite bien particulière? Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, attendez, j'avais préparé le truc. Oui, xn est toujours plus petit que 1. Xn est une suite croissante. Oui.
Ça, on peut demander aux élèves ça. Démontrer que xn est une suite croissante. Pourquoi ça? Bah, x2 égale P0 plus P1 x1 plus P2 x1 au carré. C'est plus grand que P0. Et P0, c'est x1. Donc x2 est plus grand que x1. Ça commence par monter. Et si on suppose que xn est plus grand que xn-1 par récurrence, si xn est plus grand que xn-1, comme f est une fonction croissante, f de xn est plus grand que f de xn-1, et donc f de xn c'est xn plus 1, et l'autre c'est xn. Hein, donc si xn est plus grand que xn-1, on en déduit qu'au rang suivant, xn plus 1 est plus grand que xn. Donc de proche en proche, on voit que xn est une suite croissante. Hein, ce qui était un peu évident sur le dessin, mais bon. De même, on peut démontrer que xn est toujours plus petit que 1. Ça, je suis sûr qu'en première, on peut le faire. C'est typique. À vrai dire, je ne sais pas à quel niveau on introduit le raisonnement par récurrence. En seconde, en troisième. Récurrence? J'aurais dû apporter le programme avec moi. C'est une probabilité. Oui, ça n'est pas si dur. Comment? Raisonnement par récurrence? Non, pas terminal. Ça recule. Quelqu'un me rassure? Ça monte, enfin ça recule, c'est-à-dire ça recule. Ah, la probabilité descend, mais le raisonnement par récurrence remonte. C'est difficile à suivre. Mais de toute façon, xn est une probable, donc elle est inférieure. Ouais, mais bon. Si on le présente comme une suite, si vous voulez, de même, on démontre par récurrence que xn reste plus petit que 1. C'est vrai pour le... C'est exactement la même démonstration. Bon, donc vous voyez, alors là je suis d'accord avec vous que on a une suite croissante et qui est toujours plus petite que 1. Donc le résultat qui vous dit que cette suite converge, ça doit être en terminale. Ça. Je ne crois pas que ce soit avant. Donc conclusion, xn tend vers une limite. Si vous voulez bien, on va l'appeler x indice infini, même si c'est pas une notation formidable. Mais une suite croissante et qui est toujours plus petite que 1, forcément, converge vers une limite. Et comme on a la relation de récurrence xn égale f de xn-1, à la limite, on en déduit que x infini égale f de x infini. Donc c'est ça, c'est la limite de ce nombre-là, est un point d'intersection, si vous voulez, de la courbe f avec la première bisectrice. Donc c'est pour ça que j'avais tracé la première bisectrice, j'avais un peu anticipé. Donc la question c'est résoudre cette équation. Vous voyez, imaginez que vous voulez résoudre x égale P0 plus P1x plus P2x carré. Bon, là, vous voyez, ça redevient faisable. Là. On a une équation du second degré. En seconde, peut-être. Seconde. Non.
première. Bon, restons en première alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a, vous voyez, il y a une solution évidente. Il y a une solution évidente qui est x égale 1. Parce que si vous mettez x égale 1, vous voyez qu'à droite, vous avez P0 plus P1 plus P2, la somme des probabilités qui vaut 1, et à gauche, vous avez 1. Donc on a bien cette solution qui existe tout le temps, mais vous voyez que dans certaines circonstances, on pourrait avoir une deuxième solution. Donc comment on l'obtient? Quand même, on va écrire, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire, si vous voulez bien que... quelle est la méthode la plus astucieuse? C'est peut-être d'écrire, de remplacer P1 et de ne garder que P0 et P2. Enfin, on va écrire que P1 c'est 1 moins P0 moins P2. Et à partir de là, on va remplacer là-dedans, donc on trouve x égale P0 plus 1 moins P0 moins P2 fois x plus P2 x au carré. Bon, ça fait, alors on va mettre 0 ici, égale P0. Alors le x se simplifie, il reste moins P0 plus P2 x et plus P2 x carré. Et donc il y a, donc on connaît la racine évidente qui est x égale 1, donc ça fait P2 facteur de x moins 1 facteur de x moins P0 sur P2. Donc vous voyez, à part x égale 1, il peut y avoir l'autre solution qui serait P0 sur P2. Mais, attention, pour que ça ait un sens pour notre problème, il faut que P0 sur P2 soit plus petit que 1. Parce que c'est... On s'intéresse à la fonction sur l'intervalle 0,1. Donc, vous voyez, si, le résultat, si vous voulez, c'est si P0 sur P2 est plus grand ou égal à 1, alors l'équation f de x égale x a une seule solution dans l'intervalle 0,1 à savoir x égale 1. Et comme notre limite elle est solution de cette équation, on en déduit que donc c'est cette limite est bien égale à 1. La limite des xn est une solution de cette équation. Cette équation n'a qu'une seule solution, qui est 1, donc cette limite c'est bien égal à 1. Inversement, si P0 sur P2 est inférieur strict à 1, alors l'équation, cette fois-ci, elle a deux solutions, x égale 1 et l'autre qui est P0 sur P2. Et alors,
on peut démontrer, on va dire ça, on peut démontrer que la limite, c'est P0 sur P2. Alors je dis pourquoi on démontrer, parce que j'ai pas fait la démonstration. Mais, alors on va dire plutôt, au lieu de dire on peut, alors Cournot devine que la limite c'est l'autre. Bon, j'ai passé beaucoup de temps sur ce modèle, à cause de Cournot. Alors pourquoi c'était un peu rigolo cette histoire? Alors attendez, déjà il faudrait que je vous explique d'où ça vient cette condition là. D'où sort cette condition bizarroïde là, du P0 sur P2 plus petit que 1? En fait, on peut démontrer que P0 sur P2 est plus petit que 1, c'est équivalent à P1 plus 2P2 qui serait supérieur à 1. Okay. Oui, supérieur à 1. Si vous voulez, je le laisse en exercice. C'est pas difficile en utilisant P0. Si vous voulez, P0 égale 1 moins P1 moins P2. Si vous voulez, je vous le fais. Hein. P0 plus petit que P2. P0, c'est 1 moins P1 moins P2. Bon, ben, on passe des trucs de l'autre côté. Ça fait 1 plus petit que P1 plus 2P2. C'était pas dur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce nombre-là, P1 plus 2P2, c'est le nombre moyen de fils qu'a un individu. Nombre moyen, alors je dis nombre moyen, peut-être vous préférez espérance. Espérance du nombre de fils. Vous avez un fils, vous avez 0 fils avec une probabilité P0, vous avez un fils avec une probabilité P1, vous avez 2 fils avec une probabilité P2. En moyenne, vous avez combien de fils? Eh bien, c'est P1 plus 2P2. Et si en moyenne, chaque individu a plus qu'un descendant, enfin un fils, bon, bah, vous voyez que qu'est-ce qui se passe? En fait, la probabilité que la famille s'éteigne, ce sera un nombre comme ça, là, entre 0 et 1, mais ça veut dire que peut-être la famille va s'éteindre, s'il n'y a pas de chance, par exemple. S'ils ont... Désolé. Je suis désolé. J'étais sûr que cet exercice il n'était pas politiquement correct. Mais bon, il ne faut pas utiliser pas de chance. Alors, disons que le hasard fait que il n'y a pas de fils, et donc le nom disparaît, et donc tant pis pour lui. Vous m'avez perturbé là, j'étais dans mon... Bref. Donc voilà, je reviens à Cournot. Hein, c'est à cause de Cournot que j'ai raconté tout ça. Alors, il y a une chose de particulier, c'est que... Ah oui, alors. En revanche, si le nombre est plus petit que 1, si l'espérance du nombre de fils est plus petit que 1, c'est sûr, si en moyenne vous avez, je sais pas moi, 0,5 fils, c'est sûr que la famille va s'éteindre. Mais si vous avez en moyenne 1,5 fils, s'il n'y a pas de chance, ça va s'éteindre, mais si vous avez de la chance, la famille va se perpétuer dans ce modèle ispertireux. Il continuerait ad vitam aeternam, quoi, comme on dit. Bref, il y a deux cas très différents. Et donc, ce qui fait que c'est un peu remarquable, c'est que ce modèle, en fait, si vous regardez dans les bouquins, il n'est pas connu sous ce nom-là.
Donc ça, c'était donc Bien-Aimé. Il a fait son article en 1845. C'est Bien-Aimé, en fait, qui a eu l'idée de la faire. Mais il a écrit son article... D'abord, il n'a pas mis les détails. Il a publié ça dans le bulletin de la Société philomatique de Paris, qui était parti un peu inaperçu. Ensuite, 2 ans plus tard, son ami Cournot inclut ce modèle dans son bouquin de 1847, mais à partir de là, tout le monde oublie Bien-Aimé et Cournot. Les trucs partent aux oubliettes, oui. Est-ce que Bien-Aimé, c'est le copain de Tchebychev? Oui, enfin, c'est pas le copain, mais bon, c'est le... Enfin, oui, de l'ignorer. D'ailleurs, je signale au passage qu'on dit Tchebychov. J'ai vu un russe récemment, mais Tchebychov. Ça, même si c'est comme Gorbatchev, Oui. vous savez, Tchebychov. Il paraît que ça dépend de quoi on a bu. Ouais. Donc c'est bien le Bien-Aimé de Bien-Aimé Tchebychev, statisticien. Et alors le modèle part aux oubliettes, et une trentaine d'années plus tard, dans les années 1870, il y a 2 Britanniques qui pensent à la même chose, Galton et Watson. Galton, j'ai vu son nom là, sur la planche de Galton, dans le laboratoire. Vous l'avez peut-être entendu pour autre chose. Donc 2 Britanniques pensent au même problème, mais ils se trompent complètement dans l'analyse. Ils ne comprennent pas qu'il y a 2 cas différents. Celui-là et celui-là. Donc ils se plantent complètement dans l'analyse, mais néanmoins, leur truc ne passe pas inaperçu. Donc pendant des décennies, les gens connaissent ça. Puis après, ce qui se passe, c'est dans les années 30, des gens s'aperçoivent que Galton et Watson se sont trompés, qui dans leurs calculs, et la démonstration était mauvaise. Donc dans les années 30, c'est des Danois qui se sont aperçus du... Donc ça a été relancé par des Danois, Erlang et Stephensen, qui cette fois-ci ont bien analysé le problème. Après, on passe dans les années 1970. Cette fois, ça passe aux Australiens. Je crois que c'est les Australiens qui se rendent compte qu'en fait, Bien-Aimé avait étudié ce problème bien avant tout le monde, qu'il avait énoncé la bonne solution, qu'il avait bien distingué 2 cas, même s'il n'y avait pas les détails des calculs dans son article, il avait bien distingué les 2 cas. Donc, jusqu'aux années 70, le modèle était connu sous le nom de modèle de Galton-Watson. Galton-Watson. Même maintenant, il y a plein de gens qui disent modèle de Galton-Watson. Donc, dans les années 70, on s'aperçoit que Bien-Aimé avait donné la bonne solution, mais il n'y avait pas la démonstration dans l'article. On se dit, pourquoi il n'a pas publié sa démonstration? Et donc, le clou de l'histoire, c'est que 20 ans plus tard, dans les années 90, comme je vous ai dit, il y a un historien des mathématiques qui se rend compte que Cournot avait publié la démonstration de Bien-Aimé dans son bouquin. Et donc, si vous voulez, la boucle est bouclée. Maintenant, il y a des gens qui disent modèle de Bien-Aimé Galton-Watson. Et puis bon, donc Cournot occupe une petite place, si vous voulez, dans cette histoire. Bref, donc vous voyez, c'était une longue histoire. Alors, vous voyez, suivant les niveaux, qu'est-ce qui est faisable, pas faisable. Au moins, il y a une sorte de stimulation du fait que Cournot vienne de Gray, vous voyez. Donc c'est un peu bête de faire des probabilités, de parler toujours de gens qui viennent de Perpète-les-Alouettes, alors que vous avez sur place un type qui a fait un truc tout à fait remarquable. Oui. Oui, alors il y a 2 phénomènes qui me surprennent, parce que c'est dans la réalité, on sait qu'avec le temps, le nombre d'enfants diminue, donc le nombre de fils doit diminuer. Ah oui, moi ça... Et deuxièmement, en 1847, quand Bien-Aimé a écrit, c'était avant la première guerre avec l'Allemagne, et surtout la seconde guerre avec l'Allemagne de 1914, qui a été une boucherie, et qui a eu un effet sur la natalité très important. Oui, oui. Et donc, je suis étonné qu'en 1970, on ait réhabilité des modèles qui n'aient pas pris en compte la réalité. Non, mais ça c'est parce que ça c'est le modèle de base, c'est si vous voulez, en supposant tout constant, qu'il n'y ait pas d'évolution des mœurs, des choses comme ça. C'est toujours comme ça que fonctionne la modélisation. Vous partez, d'abord vous étudiez le modèle le plus simple. Après vous vous rendez compte qu'il n'est pas très réaliste,
Et donc, vous introduisez des petits détails pour le rendre de plus en plus réaliste. Mais bon, tous dérivent quand même de l'ancêtre, qui est le modèle simpliste. Ouais. Donc, voilà. Ça va, je crois que vous en avez marre de Cournot et des probabilités. Oui. Je voulais savoir, du coup, est-ce que ce modèle-là, il est encore d'actualité, enfin, ou est-ce qu'il est encore applicable? Bah, c'est-à-dire, en fait, c'est la brique de base, si vous voulez. Si vous faites un modèle probabiliste de dynamique des populations, ah oui, alors je peux vous dire la descendance. Là, j'ai parlé des noms de famille. Un truc qui serait plus d'actualité, si vous voulez, c'est les épidémies. On ne dit pas un tel a un fils, deux fils ou trois fils, on peut dire un tel infecte 0 personne, 1 personne ou 2 personnes. Hein, vous voyez ces fameux arbres. Alors on n'est pas obligé de s'arrêter à 2, hein. On peut faire des gens qui en infectent 3. Et donc la question c'est plus de savoir est-ce que le nom de famille s'éteint, mais est-ce que l'épidémie s'arrête. Donc la probabilité d'extinction d'une épidémie se modélise, enfin dans cette version très simplifiée, se modélise exactement de la même manière. Donc les mathématiques sont les mêmes. Probabilité d'extinction d'une épidémie. Une autre application, c'est en génétique. Vous avez un gène un peu spécial, vous avez des enfants, est-ce que le gène va poursuivre ou est-ce qu'il va disparaître? Une probabilité d'extinction d'un gène. Donc j'avais dit qu'il y avait 4 catégories en dynamique des populations. Si vous faites de l'écologie, probabilité d'extinction d'une espèce, je sais pas moi, d'une espèce rare par exemple. Si vous avez que quelques individus qui restent, je sais pas moi, quelques ours dans les Pyrénées, si vous voulez faire un modèle de base de dynamique des populations quand vous n'avez pas beaucoup d'ours, vous êtes obligé de faire des modèles de ce genre-là avec des probabilités. Oui. Moi je pose la question parce que du coup techniquement il devrait s'arrêter pas à 2 mais à n avec une somme d'épées équivaut 1. Oui. Sauf qu'au bout d'un moment ça fait... Non, alors effectivement, en fait, même dans le bouquin de Cournot, il dit ceci se généralise au cas où on peut avoir jusqu'à un certain nombre d'enfants. Du coup, au bout d'un moment il s'arrête en fait son n il... Alors ce qui se passe, ça va dépendre du... ou pas? Non, ce qui se passe, ça va dépendre toujours du nombre moyen. Imaginons qu'on puisse avoir, disons, P0, P1, jusqu'à P, alors il faut peut-être PM, si ça ne vous gêne pas, parce que déjà N, c'est utilisé. Dans ce cas-là, la réponse va dépendre du nombre moyen d'enfants, et donc ce nombre moyen, ça va être P1 plus 2P2 plus 3P3 plus MPM. C'est le nombre moyen, l'espérance du nombre d'enfants. Et donc, si ce nombre est plus petit que 1, c'est sûr, il y a extinction. Si ce nombre est strictement plus grand que 1, ça dépend du hasard. Dans certaines simulations, il y aura extinction, et dans d'autres, ça continuera pour toujours. Là, pour une épidémie, on est en plein dedans. Alors oui, alors ce nombre, il a un petit surnom dans la discipline. Souvent, on l'appelle R0. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de R0. Il y a même des ministres maintenant qui parlent de R0. Donc c'est ça, là. R0, on nous dit R0 plus grand que 1, plus petit que 1, ben, c'est ça là. C'est l'espérance. Donc dans le cas d'une épidémie, c'est le nombre moyen de personnes que vous infectez dans des situations... Oui. Ma question c'est... il y a une blague justement qui est quelqu'un qui a perdu ses clés et qui les cherche près d'un lampadaire. On lui dit pourquoi vous cherchez près d'un lampadaire? Il dit parce qu'il y a de la lumière. Et alors qu'il les a perdus ailleurs. Et en fait, là on fait des hypothèses, notamment, on fait une hypothèse qui est très forte, c'est qu'à la génération suivante, on aura les mêmes probabilités qu'à la génération précédente, ce qui est très fort. Est-ce que l'étude statistique, même dans les modèles simples, confirme cette hypothèse? Non, évidemment. Donc ça veut dire que dès le début, alors qu'on a des affirmations... Disons, non, il y a quand même des circonstances sur une période pas trop longue. Vous voyez, ça dépend de l'échelle de temps.
sur quelques décennies, le nombre d'enfants varie pas trop, quoi. Ça dépend. Des fois, il y a des ruptures. Je sais pas, moi, le poste dans les années 70, il y a une grosse rupture au niveau des naissances ou des choses comme ça, mais bon. C'est un modèle simplifié, vous voyez. Non, mais la question, c'est les modèles simplifiés, d'accord, pour les utiliser si... Ah oui, par exemple, pour une épidémie. Si les observations statistiques confirment que... Tant que vous êtes dans le même variant, D'accord. pendant peut-être 1 ou 2 mois où c'est le même variant, a priori, les caractéristiques restent les mêmes pendant ce temps-là, et le R0 reste plus ou moins le même. Après, si on vous dit qu'il y a un nouveau Omicron ou un truc comme ça, qui a un R0 différent, bon, ça, le modèle change. C'est bon. Je vais arriver à plus de la moitié du temps. Donc voilà pour nous ce que m'a inspiré pour nous. Donc éventuellement, bon. Alors, si vous regardez dans le petit bouquin, ceux qui l'ont lu, là, ils disent mais j'ai pas lu ça dans le bouquin. Alors en fait, dans le bouquin, je parle de bien-aimé, je mentionne brièvement pour nous, mais j'ai pas mis les détails. En fait, soit vous les retrouvez dans l'article original de Cournot, soit vraiment pour les gens comme monsieur là. Après j'ai traduit mon bouquin en plusieurs langues, donc, et comme c'est venu longtemps après, j'ai rajouté des petits détails sur Cournot dans les traductions que j'ai faites. Donc par exemple la version allemande, vous avez un peu plus de détails, mais aussi la version espagnole. Et alors ces versions ont un petit avantage par rapport à la version française, c'est que la version française était publiée chez un éditeur, donc je ne peux pas mettre le fichier gratuitement sur internet. Vous voyez, quand vous allez chez un éditeur, il imprime 3000 bouquins, il faut qu'il vende ses livres, vous ne pouvez pas à côté mettre le PDF gratuitement sur internet. Alors que la version allemande et la version espagnole, ou italienne si vous voulez, ou quelle soit la langue que vous connaissez, le russe ou le chinois, vous pouvez l'avoir gratuitement sur mon site. Donc vous voyez. Et même Cournot, ensuite, après, quand je faisais la traduction japonais, il me dit il faut rajouter des images. J'ai dit mais zut, j'ai pas mis la photo de Cournot dans mon bouquin. Donc par exemple là j'ai la version tchèque. Dans la version tchèque, vous avez la photo de Cournot. Mais bon, ça c'est un petit détail. Voilà, alors, bon, laissons tomber ce modèle et il faut que je vous donne un aperçu du reste. Je me suis dit, on va rentrer dans les détails pour ce modèle-là qui est un peu spécial pour vous, parce que c'est un peu le modèle local. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui viennent du lycée Cournot? Non? Non. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin? Je vais vous décrire brièvement, les autres trucs qui sont plus faciles, peut-être. Le chapitre 1, vous connaissez tous sans doute, c'est Fibonacci. C'est pas très original. Les lapins de Fibonacci. Je vous écris juste la formule de récurrence. Pn plus 1 égale Pn plus Pn moins 1. Parce que j'ai réfléchi au modèle de dynamique des populations et celui-là, il se trouve que c'est le plus ancien. Alors lui, il n'est vraiment pas du tout réaliste. Alors là, vraiment, ils ne meurent même pas, les lapins, vous voyez. Ils sont éternels. Mais bon, c'est une source inépuisable d'exercices à tous les niveaux d'ailleurs. Bon, je vous donne une sorte d'aperçu historique. Entrons dans l'histoire. Alors la deuxième étape, si vous voulez, en dynamique des populations, c'est le XVIIe siècle, je crois que c'est 93, ce qu'on appelle les tables de mortalité. Tables de mortalité. À quoi ça ressemble une table de mortalité? Vous dites, si vous avez 1000 naissances, combien d'enfants restent-ils au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Alors, je vous donne les chiffres de l'époque pour que ce soit plus rigolo. 855. Alors, ah oui, il y a une petite subtilité pour aller en fait. Il y avait tellement de mortalité dans la première année qu'en fait, il commence à partir de 1000 enfants qui ont déjà atteint 1 an. Parce qu'avant, c'était le massacre.
Donc déjà, il y en a tant qui meurent au bout d'un an. Ensuite, il ne reste plus que 798, 760, etc. Et par exemple, déjà à 20 ans, il reste 598. Et déjà, à l'époque, il y avait déjà 40% qui étaient morts à 20 ans. Et puis, bon. Donc, à partir de ce genre de données, vous pouvez faire des questions, donc à condition d'avoir introduit les probabilités. Si vous avez, ou si vous aviez à l'époque, je ne sais pas moi, un enfant il peut avoir peut-être 14 ans. Si vous aviez 14 ans, quelle était votre probabilité? Quelle était votre probabilité d'atteindre, je sais pas moi, par exemple 30 ans? Ben, ça se faisait à partir d'un tableau comme ça. Vous preniez la valeur à n égale 14 et vous preniez la valeur à n égale 30. 634 et 14, 634, n égale 30, 531. Et ben, la réponse c'était 531 sur 634. Hein, c'est une probabilité conditionnelle, sachant que vous êtes arrivé jusqu'à 14 ans. Donc il y a des, si vous voulez, une petite, on peut faire des petits exercices là-dessus, à partir d'une table véridique. Et plus dur, pour les élèves plus avancés, il y a le calcul de ce qu'on appelle les rentes viagères. Est-ce que ça vous dit ça? Quelque chose, les rentes viagères? Vous donnez de l'argent à une institution et après elle vous verse une somme fixe chaque année jusqu'à la fin de vos jours. Et la question c'est quel prix, par exemple si vous voulez avoir 1000 € par mois jusqu'à la fin de vos jours, combien est-ce qu'il faut payer au départ pour avoir 1000 € par an? Et donc le calcul du prix de cette rente viagère n'est pas très compliqué, mais il fait intervenir les probabilités de ce tableau-là. Donc vous pouvez trouver les détails dans le bouquin. Donc ça c'est le b.a.-ba des assurances, c'est une grosse industrie. C'est en supposant fixe l'âge de départ à la retraite. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui est faisable encore au niveau du lycée ou du collège? Donc le troisième chapitre, c'est sur Euler. C'est pas très connu, mais en fait Euler il a fait tellement de choses, forcément il a étudié la dynamique des populations. Donc c'est vers 1748 et aussi 1761. Alors voici l'équation, c'est une équation toute bête. Pn plus 1 égale 1 plus, bon, vous me pardonnez, c'est encore un petit x, Pn. C'est la population qui croît exponentiellement, ou de manière géométrique, la suite géométrique. Hein, c'est tout bête la suite géométrique. Par exemple, si vous avez x égale 3%, bon, ça serait une population qui croît de 3% par an. Et ben, à partir de... Donc c'est dans son fameux bouquin, vous connaissez comment il s'appelle son bouquin? Vous savez, il a fait des manuels Euler. Bon, l'original était en latin, mais bon, après ça a été traduit en français. C'est un bouquin très cool, bon, j'ai oublié le titre. Bref, rien qu'à partir de ce modèle très simple, on peut faire des choses, pas si évidentes que ça. Donc par exemple, il y a 6 exemples dans le bouquin d'Euler de dynamique des populations. Donc à quoi ça ressemble? Bon, il y en a un. Vous voyez,
quand vous avez une suite comme ça, la population de l'année n, c'est 1 plus x puissance n fois p, la population de départ. Hein, c'est comme les intérêts composés à la banque. Donc, il proposait différentes applications numériques. Alors, il est quand même celui qui a fait le premier modèle d'épidémiologie. Et donc, c'est quand même pas facile. Et peut-être... je passe rapidement sur ce qui est faisable. Donc, le chapitre 5, si ça vous intéresse, sur Malthus. La croissance exponentielle des populations. Alors on dit toujours que les gens disent toujours que Malthus a dit que la population croît comme exponentielle, machin truc. Il n'y a aucune formule dans Malthus. J'ai vérifié toutes les éditions, il n'y a absolument aucune formule dans Malthus. Donc c'est pas du tout Malthus qui a mis en équation la croissance exponentielle des populations. Mais bon, ça vaut quand même le coup de regarder ce qu'il a raconté. Et évidemment, Euler savait étudier les croissances exponentielles bien avant Malthus. Et bon, Malthus, il a eu du succès avec son bouquin, donc c'est quand même bien connu. Et peut-être un truc qui est nettement plus faisable, c'est l'équation logistique de Verhulst. Donc vous savez, Malthus, c'est une croissance exponentielle de population, ben, c'est comme ça. Le modèle, si vous voulez, l'étape suivante dans la modélisation des populations, c'est Verhulst qui vous sort une équation pour avoir une population qui croît peut-être au début exponentiellement, mais qui après atteint une limite. Donc je crois que c'est même tombé au bac certaines années, non ? Ça a dû tomber. Donc quelle est cette équation de Verhulst ? C'est la population. La dérivée de la population est égale à petit r fois p fois 1 moins p de t sur k, une constante k. Donc il y a deux constantes. Une constante petit r de croissance exponentielle au début, quand la population n'est pas trop dense et qu'il y a de la nourriture pour tout le monde. Et puis au bout d'un moment, on sature le milieu, si vous voulez, et il y a une borne supérieure. À l'époque, n'était pas noté grand K, mais depuis, c'est une notation qui est devenue standard. C'est très bête, vous pouvez l'utiliser. Et alors, pourquoi c'est... Alors, normalement, vous savez, les équations différentielles, là, ça sort... c'est de plus en plus... ça sort de plus en plus des programmes. Mais néanmoins, je crois que c'est encore faisable, au moins... Même pour les sujets de bac, au moins de manière guidée. Hein. Je vous rappelle comment l'astuce pour ce truc-là, c'est de diviser par p au carré. Si vous divisez par p au carré, vous vous retrouvez avec 1 sur p au carré dp sur dt égale r sur p moins r sur k. Et là c'est certain, l'élève peut reconnaître la dérivée. Alors si on pose grand Q égale 1 sur P, il peut reconnaître moins dQ sur dt. Et là on est ramené à une équation linéaire. Hein, là c'était quadratique, il y a du P au carré. Et on a ramené à une équation linéaire, alors P, Q, je ne sais pas moi, W. Si vous posez W, c'est grand Q moins 1 sur K. Vous avez moins dW sur dt égale R fois W. Donc ça... Et ça, l'élève, normalement, l'exponentielle est au programme, il peut résoudre cette équation. Et en remontant le calcul, il trouve W, il trouve Q, et il trouve P, et il trace la fonction, et il trouve que cette tête-là. Donc ça, c'est un grand classique de dynamique des populations, qui est, à mon avis, faisable plus ou moins à certains niveaux. L'autre avantage, c'est que l'original est en français, Verhulst est en belge. C'est un
texte original est en français. Donc on peut aller voir à quoi ça ressemble. Bon, dans le domaine faisable, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc Bien-Aimé, j'ai déjà parlé de Bien-Aimé. Mendel. Ouais, je sais pas. Mendel. Vous savez, les petits pois, là. Alors, on voit les petits pois en biologie, mais en fait, si on regarde bien l'article de Mendel, il y a un peu de mathématiques. Hein. Même dans les bouquins de biologie, on a ce tableau comme ça. Vous savez, il y a 2 gènes, 2 allèles, grand A, petit a, chacun avec une probabilité 1,5. Donc, vous vous retrouvez avec le génotype grand A avec une probabilité 1/4, grand A, petit a avec une probabilité aussi 1/4, comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les bouquins de biologie, mais Mendel fait aussi un modèle de dynamique des populations. Il suppose que ces petits pois, après germination et tout ça, produisent chacun 4 nouveaux petits pois. Et donc il a un modèle tout à fait qui peut être résolu pas trop, sans trop de douleur. Si vous êtes grand A, alors là c'est une notation à la génération n, le nombre de grains, grand A, et puis, ah oui, alors, il suppose qu'il y a autofécondation des plants de petits pois. Alors, si vous êtes hétérozygote, comme on dit, donc là c'est 0, et petit a, 1 plus 1, 4, petit a. Donc ce système n'est pas trop connu, mais en fait il donne lieu à un calcul faisable à mon avis. C'est un système de récurrence. Alors vous voyez, celui-là se résout directement, et une fois que vous connaissez celui-là, vous pouvez le rentrer dans les 2 autres, et ça se résout. Et la conclusion, c'est que par autofécondation, les hétérozygotes disparaissent. Leur nombre est divisé par 2 à chaque génération. Donc c'est un modèle, ce qu'il y a de plus simple en génétique des populations. Bon. Galton. Donc la suite de ça, c'est les débuts de la génétique des populations. Il y a ce qu'on appelle le modèle de Hardy et Weinberg. Je crois bien qu'on parle de Hardy et Weinberg dans la spécialité SVT. Hein. En enseignement scientifique, c'est dans les programmes de terrain. Ah oui, oui. Donc Hardy-Weinberg, c'est quand on regarde le truc, c'est aussi une suite. C'est un système qui est un peu du même genre que ça. Disons, je vous écris juste une ligne. Donc il y a 3 mondes, PM, QN, Rn, qui vérifient des équations de récurrence. J'écris juste la première ligne. Et puis il y a un petit calcul un peu amusant qui fait que en fait, c'est une suite un peu bizarre. Elle devient stationnaire à partir du premier rang. Il faut le voir pour le croire. En fait, on a l'impression que c'est très compliqué, mais en fait, vous faites une itération et vous tombez sur un point fixe. C'est amusant. En tout cas, ça simplifie drôlement le calcul. Et alors, bon, on peut expliquer... vous voyez, la conclusion de cette affaire, c'est que les populations ont tendance à être réparties suivant des fréquences données par les x carré, 2x moins x au carré. Et donc, il y a une sorte de morale de l'histoire, c'est que
Vous savez, même les gènes rares et délétères, en fait, ils ne sont pas si rares que ça. Ils sont rares parce qu'ils apparaissent dans le X au carré. Donc les gens qui ont le gène en double copie, ils sont rares, mais en fait, dans la population, ils sont comme 2X. Donc en fait, il y a certains gènes, par exemple, je sais pas, en fait, ils sont dans la population, mais cachés, parce qu'en fait, ils sont accolés à un autre gène qui ne pose pas de problème. Donc c'est pour ça que c'est rentré dans le programme. Voilà, bon, il y a le paludisme qui fait intervenir des modèles de Ross, qui fait intervenir des équations différentielles. Et donc plus on avance dans le livre, et plus ça devient compliqué. Il y a quand même l'avant-dernier chapitre, peut-être. Je vais vous parler de l'avant-dernier chapitre, qui est en apparence simple, mais en fait qui est compliqué. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est le modèle logistique discret. Là, je vous ai parlé du modèle logistique de Verhulst, mais il y a la version discrète, qui est relativement récente. 1974, je crois. Donc c'est un modèle qui est en apparence très simple. Xn plus 1 égale Rxn fois 1 moins Xn. Donc cette suite récurrente, elle n'a pas l'air plus compliquée que ce que je vous ai montré avant, mais en fait pas du tout. Si vous choisissez bien le petit r, vous avez des phénomènes intéressants à observer. Donc soit la suite oscille entre deux valeurs, soit elle se met à osciller entre quatre valeurs comme ça. Et pour même par exemple pour r égale 4, vous obtenez des suites presque aléatoires, absolument imprévisibles sur le long terme. Enfin là c'est un peu trop prévisible, mais bon. Donc ça c'est tout ce qui tourne autour de la notion de chaos. Il y a eu tout un truc, l'effet papillon en météorologie, et bon, en dynamique des populations, c'est lié à cette équation, et donc elle est tout à fait envisageable, au moins le début de l'étude est envisageable à différents niveaux. En plus, ce qui est assez impressionnant sur le modèle discret, c'est que si on change le x0, même de manière infinitésimale, ça donne quelque chose de complètement différent. Voilà, quand R est bien choisi, par exemple quand R égale 4, si vous changez de 1 milliardième de la condition initiale, si vous attendez pas si longtemps que ça, en fait ça a une grande influence. Vous voyez, si on le changeait, on modifiait légèrement, en changeant, au début ce serait pareil, et puis au bout d'un moment ça commencerait à diverger complètement. Donc en météorologie c'est bien connu, c'est le fait qu'on ne peut pas faire des prévisions météorologiques 3 semaines à l'avance, enfin du moins si on veut prévoir la pluie par exemple. Et donc il y a un peu le même phénomène en dynamique des populations. Bon, après les gens ont discuté de savoir est-ce que c'est réaliste ou pas réaliste. Bref. Et donc c'est envisageable comme ça. Mais il y a un dernier chapitre sur la politique chinoise de l'enfant unique. Mais bon, c'est peut-être pas... J'ai déjà parlé des probabilités. Bon. Donc vous voyez à peu près le contenu du bouquin, là. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ouais. Alors peut-être, je vais vous dire, avant que je parle des trucs, peut-être de mes propres travaux. Donc comme je vous ai dit, le bouquin, je l'ai traduit en plein de langues. Peut-être ça peut vous intéresser. C'est pas vraiment directement lié à votre... Donc vous connaissez l'idée générale, c'est que l'avenir du monde serait à l'anglais. Vous connaissez ça. Et en fait, maintenant il y a des traducteurs automatiques.
Vous en avez entendu parler. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là, tout le monde connaît Google, mais il y en a un qui marche mieux que Google, DeepL. Tout le monde ne connaît pas DeepL. Donc DeepL, c'est une société allemande. Vous tapez deepl.com sur Internet, là. Et il a l'avantage de faire... la qualité est meilleure que Google. C'est-à-dire Google a plus de langues. Il y a une centaine de langues dans Google. Dans DeepL, il n'y en a que 25, je crois, ou 27. Il y a moins de langues, mais la qualité est meilleure. Et c'est important, la qualité. Parce que, vous voyez, vous prenez mon bouquin, vous le rentrez dans le logiciel, et vous le traduisez, par exemple, en allemand. Et vous le montrez à un Allemand, il dit, punaise, il n'y a pas beaucoup de fautes dans ce truc-là. Il suffit de relire un petit peu de temps en temps. Alors évidemment, des fois, il se trompe, mais c'est vraiment pas beaucoup de travail. Donc l'idée, c'était très simple, c'était de passer le bouquin à la moulinette de DeepL, de le traduire dans plein de langues, d'envoyer à des collègues à l'étranger qui relisent. Ils n'ont pas beaucoup de travail, ils sont contents. À la fin, ça leur fait un bouquin dans leur langue. Et donc, c'est comme ça que je l'ai traduit dans plein de langues. Donc, j'ai fait toutes les langues romanes. Là. Vous avez le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain. J'ai fait les langues slaves, le russe, l'ukrainien. Alors, ukrainien, je dois dire un mot. L'ukrainien n'est pas dans DeepL. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai traduit en russe avec DeepL, je l'ai fait corriger par un russe, et après, j'ai utilisé le traducteur russe automatique Yandex pour traduire de russe en ukrainien. Et comme le russe et l'ukrainien sont assez proches, finalement, ils ne se trompent pas trop Yandex, et les Ukrainiens sont bien contents de traduire en ukrainien. Quand j'ai envoyé la publicité du russe à l'ukrainien, il dit « Je refuse de lire le livre en russe ». C'était avant la guerre, hein, c'était en novembre. Et donc il a traduit en ukrainien. Bref, polonais, tchèque, bulgare, ça marche avec l'allemand, le néerlandais. Alors l'anglais, j'avais traduit, mais moi-même à la main, il y a longtemps. Et alors plus rigolo, hongrois, ça marche. J'ai fait chinois. Et actuellement, ils ne sont pas encore publiés, mais actuellement, il y a le japonais qui est en préparation. Il y a le catalan. Et il y a le suédois. Le suédois, il est là. Et il y a le grec. Donc, vous voyez, ça change un peu la donne, vous voyez. Parce que avant, on disait, alors à votre niveau, peut-être c'est pas trop sensible. Quand vous rentrez dans une bibliothèque, vous avez encore des livres en français. Si vous allez à la bibliothèque universitaire de Besançon, et que vous allez au rayon de mathématiques, vous aurez 98% de livres en anglais. C'est impressionnant. Et donc, ça dépend de la volonté des gens. Au moins, c'est faisable de nos jours de faire des choses dans d'autres langues. Et ça a même un avantage compétitif. C'est-à-dire que si vous présentez un livre en espagnol à un espagnol, il est plus content, il a plus tendance à l'acheter que... Et évidemment, si vous faites en anglais, c'est facile. Vous faites en anglais, tout le monde peut lire. Mais l'espagnol, il préfère quand même lire en espagnol. Donc, c'est peut-être une chose dont les gens devraient prendre conscience, que désormais... par exemple, si vous communiquez, par exemple, quand j'ai fait mes bouquins, là, polonais, toute la communication s'est faite en polonais. J'écris en polonais, on me répond en polonais, aucun problème. Oui. La langue la plus parlée, c'est le chinois. Vous l'avez pas fait en chinois? Si, ZH. Ah, d'accord. Chinois. Je suis bien placé, ma femme est chinoise. Donc bon, peut-être à votre niveau, c'est pas encore très sensible, mais peut-être ça va le devenir. Si vous faites, par exemple, un livre de vulgarisation mathématique, même au niveau collège ou au lycée, traditionnellement on le faisait en français. Bon, maintenant, c'est pas difficile de le faire dans 36 langues, au moins en allemand, en italien, en espagnol. C'est un bon exercice. Il y a une petite subtilité, c'est que, vous savez, les livres de mathématiques sont souvent écrits avec LaTeX. Donc c'est pas n'importe quel texte, mais ce n'est pas grave. S'il n'y a pas trop de formules, vous regardez si le traducteur a modifié vos formules. Si vous avez beaucoup de formules, c'est possible, il y a un programme, moi j'utilise pas pour ce bouquin-là, mais pour un autre bouquin, j'ai utilisé un programme qui en fait remplace vos formules par des numéros.
Après, on rentre ça avec les numéros dans le DeepL, on traduit, et à la fin, on fait le processus inverse, on remplace les numéros par les formules qu'on a stockées ailleurs. C'est un Russe qui a fait ce petit programme, et ça marche bien. Donc, c'est peut-être... je ne vous ai pas apporté... il y en avait trop, là, il y a 15 ans, donc je ne vais pas tout apporter, mais la version la plus récente, c'est le tchèque, donc la version tchèque et la version allemande. Donc en ce moment, c'est mon dada, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette traduction. Même quand vous avez des ressources sur Internet, hein, imaginez vous cherchez sur Internet un truc et vous tombez sur une page en anglais, ou dans une autre langue. Vous n'êtes pas obligé de le lire en anglais, il suffit de cliquer sur un bouton. Vous savez, dans le Chrome, là, le navigateur de Google, cliquez sur un bouton, vous avez la traduction en français. Donc ça veut dire qu'on peut lire plein de choses, même sans connaître l'anglais. Alors, il reste quoi, 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure. Donc soi-disant, je devais parler aussi de ma recherche, propre recherche, c'est ça, des choses plus récentes sur les épidémies ou... Ouais, je pense que ça peut intéresser les collègues, moi ça m'intéresse. Bon, je vais essayer de l'expliquer sans... Alors, comment ça vient de cette affaire? Bon, alors vous vous souvenez, R0, là. C'était le nombre moyen de personnes infectées par un premier cas, au début d'une épidémie. Donc moi, mes recherches, ça a concerné surtout les épidémies qui sont influencées par les saisons. Vous voyez, quand vous avez des saisons, presque partout il y a des saisons, vous avez tendance à vouloir écrire un modèle à coefficient périodique. Il y a quantité de choses qui peuvent être périodiques. Par exemple, moi dans mon institut, on étudie beaucoup les maladies transmises par les moustiques. Bon, les moustiques, ils se développent à certaines saisons, quoi. Ils sont plus nombreux à certaines saisons, ils sont moins nombreux à d'autres. Donc vous vous retrouvez avec des modèles à coefficient périodique. Par exemple, je ne sais pas moi, vous pouvez avoir une maladie et puis après elle a tendance à se répéter de manière périodique. Même la grippe, si vous prenez la grippe en France, c'est éminemment périodique. Et donc, en fait, alors quand on fait vous avez vu, il y a une sorte de dichotomie entre les modèles avec le temps qui est continu et ceux où le temps est une variable discrète. C'est une distinction importante dans les modèles dynamiques. Quand le temps t est un nombre réel, ou en général, d'ailleurs, on ne l'appelle pas t, on appelle n, et c'est une suite, c'est une grande distinction. Donc, moi, mes travaux de recherche vont concerner surtout les modèles en temps continu, où t est une variable réelle, où il y a des saisonnalités, et la question à laquelle j'ai travaillé, c'est que devient ce paramètre R0, comment le calculer, comment même le définir dans ces modèles périodiques. Donc j'ai fait ça il y a quelques années, et puis après comme c'était un peu nouveau, j'ai essayé d'explorer toutes les conséquences, vous voyez, soit des maladies, soit des méthodes de calcul. Alors le calcul est un peu compliqué, vous voyez, tout à l'heure c'était facile, c'était P1 plus 2P2. Quand on est dans des modèles temps continu et avec des coefficients périodiques, bon, je peux peut-être écrire l'équation, alors, juste pour donner une idée. En fait, le modèle peut être résumé sous la forme d'une fonction qui dépend du temps. Et alors, x, si vous voulez, c'est dans
dans mon domaine à moi, c'est la durée depuis l'infection. Quand vous êtes infecté par une maladie, vous avez une sorte de chronomètre qui démarre. Et on appelle ça la durée depuis l'infection, donc c'est X. Et donc, bon, j'écris l'équation. U de T moins X dx égale R0 U de T avec U de T plus grand T égale U de T. Donc, dit autrement, en fait, le calcul de R0 dans ma spécialité, ça se ramène à trouver une fonction périodique, de même période que les saisons, quoi, qui est solution d'un ce qu'on appelle un problème de valeur propre. Je ne sais pas si c'est un gros mot. Alors, valeur propre, c'est comme vous avez les matrices ont des valeurs propres. Bon, bah, les opérateurs comme ça, intégraux, ils ont aussi des valeurs propres. Et donc là, le R0, c'est la plus grande valeur propre d'un opérateur intégral qui a une tête comme ça, quoi. Et le cas, il dépend un peu du modèle en question. Donc c'est là que ma formation intervenait. Moi, j'ai fait à l'époque, on ne disait pas les masters, on disait maîtrise, DEA et tout ça. J'ai fait la branche qu'on appelle analyse numérique, équation aux dérivées partielles. Donc bon. Puis après, un peu par hasard, je me suis retrouvé à faire de la dynamique des populations. Et puis je me suis rendu compte que les gens de la spécialité, ils n'avaient pas compris comment calculer R0 dans ces cas-là. Par exemple, les choses que vous pouvez comprendre, c'est que là, pendant l'épidémie de coronavirus, souvent on nous expliquait cette semaine R0 c'est 1,2, c'est descendu à 1,1, après c'est descendu à 0,9. En fait, faut pas trop croire les spécialistes. Par exemple, dans un modèle périodique, le R0 il ne dépend pas du temps de manière périodique, c'est un nombre fixé. Quand vous avez un modèle périodique, soit la maladie elle reste permanente comme ça, soit elle disparaît. Mais il y a un seul nombre qui fixe ça, sa position. Si R0 est plus grand que 1, la maladie tend vers un système périodique. Si R0 est plus petit que 1, la maladie tend vers 0. Mais il n'y a pas de R0 qui dépend du temps et tout ça. Donc, vous allez dire, mais pourquoi ils racontent ça, les gens, alors? C'est pas parce qu'il y a plusieurs variants? Non, même sans changement de variant. Alors effectivement, s'il y a des variants, on peut dire que ça change. Mais même pour le même variant, il vous donne un nombre qui change presque tous les jours. C'était pour qu'on se rende compte quand c'était en croissance ou en décroissance. C'était plutôt pour Ça, ça. R2T en fait qu'ils ont. Ouais, bon, ils n'appellent pas R0 mais R2T. Mais alors, vous voyez, il y a un problème. Je peux vous l'expliquer peut-être sur un truc plus simple. C'est sur les matrices. Vous voyez, vous avez une matrice... Si vous faites un système dynamique dx sur dt égale une matrice de 2 fois x, bon, disons A, B, C, D, et imaginez que par exemple ça dépend du temps de manière périodique. Et de manière très simple, c'est-à-dire que sur une période, il n'y a que deux valeurs. Par exemple A1 et puis A2. Pareil pour B, C, D, B1, B2, qui est, si vous voulez, deux saisons. Eh bien, vous pouvez trouver des systèmes dynamiques où la valeur propre, les valeurs propres des matrices A1, B1, C1, D1, toutes les valeurs propres ont une partie réelle négative. Et A2, B2, C2, D2, les deux valeurs propres ont une partie réelle négative, c'est-à-dire que ça aurait tendance à décroître. Mais quand vous alternez les deux, le système aurait lui, en revanche, il aurait tendance à croître. C'est pas parce que dans chaque saison prise isolément, vous avez l'impression de tendre vers 0 que quand vous alternez les deux, vous allez aussi tendre vers 0. Donc,
la conclusion, c'est que, bon, il faut se méfier un peu des spécialistes qui racontent des choses à la télé. Surtout, le problème, c'est qu'en épidémiologie, il y a une branche, vous savez, c'est surtout occupé par des gens qui viennent des statistiques. Et donc, quand on fait des statistiques, bah, vous pouvez introduire des nombres comme vous voulez, quoi. Vous faites une définition, je définis R de T comme ça. Ils ont une formule qui donne leur calcul, quoi. Mais après, est-ce que leur formule donne une information sur le système dynamique qui est derrière? C'est ça qui ne marche pas. Il y a un truc qui flanche dans leur calcul. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez? À terme, peut-être à long terme, ils vont se rendre compte que leur truc... Alors, il y a eu, quand même, au début de l'épidémie, on parlait beaucoup de R0 et après on en parlait moins, parce que les gens ont commencé à critiquer, ça faisait un peu le type qui débarque et qui fait un peu savant pour impressionner la foule. Alors que si vous dites, je sais pas moi, cette semaine, il y a eu 5% de cas de plus que la semaine dernière, tout le monde comprend, et c'est vrai. Alors que si vous dites R0 est passé de 1,2 à 1,05, personne ne comprend, mais vous avez l'air savant, quoi. Donc il y a un phénomène un peu comme ça. Vous vouliez faire... Oui, donc vos modèles, ils essaient de décrire la réalité. Oui. D'accord. Ma question, c'est quand est-ce que vous vous apercevez que votre modèle ne décrit plus la réalité? Qu'est-ce qui vous permet de contrôler l'efficacité de votre modèle? Alors, c'est une question délicate. Ça dépend où est-ce qu'on veut en venir. C'est-à-dire que si vous êtes... Par exemple, un gars qui s'appelle Simon Cauchemez, qui est à Pasteur. Lui, il est dans le groupe de travail, là, vous savez, qui conseille Macron, Conseil de défense. Donc, j'imagine que chaque semaine, on lui demande « Alors, la semaine prochaine, combien on aura de cas? Et dans 2 semaines, et qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc là, vous avez une sorte de pression, si vous voulez, de décision publique. Et du coup, bon... Vous essayez de vous débrouiller comme vous pouvez, mais de savoir si derrière ce que vous faites c'est vraiment correct d'un point de vue mathématique, devient une question secondaire, si vous voulez. Donc les gens qui font comme ça, ils ont tendance à faire des modèles très très compliqués. En fait, ils font des programmes informatiques avec des centaines, des milliers de lignes de code. Et finalement, c'est un modèle mathématique, mais avec tellement de paramètres, tellement de trucs, qu'en fait, bon, on fait la simulation, mais on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, quoi. Alors, donc, disons, il y a une demande pour ce genre de choses. C'est-à-dire, on veut que ce soit réaliste, mais à force d'être réaliste, ça devient tellement compliqué qu'on ne comprend plus ce qui se passe, quoi. Donc, bon, alors, juste par... moi, c'est un peu à cause de mon origine. Moi, je viens des mathématiques, donc je ne me lance pas dans des modèles où je ne peux pas contrôler. Vous voyez, j'essaie d'avancer pas à pas. Ce modèle très simple, ça y est, je le comprends. Je vais faire un raffinement et je vais voir s'il sera un peu plus réaliste et je vais essayer de le comprendre vraiment. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Par exemple, il y a des paramètres. Qu'est-ce qui se passe en fonction des valeurs des paramètres? Il faut comprendre ça, quoi. Donc vous voyez, c'est l'approche du simple vers le compliqué qui a l'avantage de rester rigoureux, mais qui a le désavantage d'être quand même assez éloigné de la réalité. Et les gens qui veulent tout de suite coller à la réalité, alors certes c'est réaliste, mais du coup ils ne comprennent plus du tout ce qui se passe dans leurs équations. Et en plus il y a tellement d'équations il y a tellement de lignes de code que presque sûrement il y a une erreur bête quelque part, quoi. Donc il y a un double mouvement, oui. Du simple vers le compliqué, et puis du compliqué vers la compréhension. Mais bon, vous savez, si la modélisation, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Vous savez, la modélisation. On s'est aperçu qu'en physique, ça marchait bien. Les mathématiques marchent bien en physique. C'était pas évident a priori que ça allait marcher. Bon, ça a marché de manière miraculeuse en physique. Et après, les gens se sont dit, on va essayer d'étendre ça à d'autres domaines. L'économie, l'épidémiologie, tout ça. Alors évidemment, même en économie, on peut faire des modèles économiques, par exemple sur le chômage. Je suis sûr qu'il y a des gens qui font des modèles avec la pyramide des âges de la population, un truc comme le chômage. Et peut-être ils découvrent des choses, des phénomènes intéressants, hein. Mais après, est-ce que vraiment en pratique, ça change quelque chose? C'est pas évident. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais terminé mon bouquin avec l'histoire de la politique chinoise de l'enfant unique, parce que je cherchais vraiment un truc, on peut dire qu'il y a eu
des conséquences concrètes. Ouais. En fait, le gars qui a fait ça, il faisait des projections, mais c'était pas des projections très compliquées. Il avait la Chine dans les années, fin des années 70 et il s'est dit, bon, bah, on va faire des projections sur 50 ans de qu'est-ce que va être la démographie de la Chine. Et puis alors il trouvait une courbe, il disait, ah là là, on est déjà à 1 milliard, on a du mal à se nourrir. Regardez, dans 50 ans, on sera 2 milliards. Ça va être la catastrophe. Et donc, on peut dire que... Alors, en plus, il était bien placé, le gars qui a fait la modélisation. Il n'y a pas seulement une question de qu'est-ce que vous faites, mais si vous êtes conseiller du prince, vous voyez, vous avez plus d'influence que si vous êtes dans un coin. Donc, bon, là, il se trouve que la décision de passer à la politique de l'enfant unique, soi-disant, a été plus ou moins influencée par ces calculs. Donc, vous voyez, c'est un exemple de modèle qui a eu des conséquences. Alors, évidemment, on peut dire c'était des conséquences terribles, quoi, parce que vous savez, la politique de... C'est pas toujours très rigolo, la politique de l'enfant unique. Donc, voilà, c'est une situation un peu bizarre, vous voyez. La modélisation, d'un côté, les ministères essayent d'en mettre de plus en plus dans les programmes, parce que c'est vrai que dans la société, on utilise... Un peu partout, on utilise des modèles. Je sais pas moi, sur les marchés financiers, ou pour la météo, ou pour plein de trucs que ça. Mais bon, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a certains domaines où vraiment, par exemple en physique, les modèles, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment, c'est du solide, quoi. Mais après, c'est des phénomènes physiques, c'est indépendant de l'humain et de voilà. son libre arbitre et tout ça. Alors que là, ça, l'économie. Oui, l'économie, c'est tellement compliqué, il y a des gens, les réactions des gens et tout ça. Alors les gens ils se disent, ah oui, mais c'est comme la physique statistique, on a plein de molécules, et même si les molécules se baladent dans tous les sens, en fait on fait des moyennes et ça va bien. Alors ça marche bien pour les molécules, mais pour les gens ça marche un peu moins bien, quoi. Parce que les molécules, on les voit jamais d'un seul coup se braquer et se dire, ah tiens, on va aller tous dans cette direction. Elles ne décident pas elles-mêmes, quoi. Il n'y a pas de décision. Bon, même pour les épidémies, c'est pareil, quoi. Ça dépend de facteurs, mais incroyables, quoi. Ça dépend de ce qu'on raconte à la télé, de ce que j'entends à la radio, des rumeurs, enfin. Donc, certes, on peut faire des modèles, mais bon, il faut rester... Voilà, donc après, évidemment, le modélisateur a tendance à vouloir survendre ses capacités. Il dit, regardez, moi je sais faire des modèles. Mais c'est à la mode actuellement, on a besoin d'une caution scientifique, alors on cherche la caution scientifique. Voilà, ça peut servir des fois de caution scientifique. Donc, bon, d'un autre côté, est-ce qu'il faut mieux avoir des gens qui font des modèles un peu foireux ou des gens qui disent, qui utilisent... Vous savez, là, les Raoult et compagnie, là. Non, il faut être lequel raconte-moi. Dans leurs limites, c'est ça le principal. Voilà, il faut bien garder à l'esprit que bon, bah, les modèles, ils ont leurs limites et qu'il ne faut pas toujours prendre le modèle pour la réalité, quoi. Et justement, c'est comment on les contrôle? C'est la question finale. Vous n'avez pas répondu finalement à ma question. Bah, Comment vous savez, à quel moment vous savez que dans votre recherche, ça dérape? Par exemple, prenons le cas de l'épidémie. Par exemple, Kochmez, qui est Pasteur. Bon, bah, lui, en fait, il se contente de faire des prévisions, mais pas trop longtemps en avance. Et si vous faites 2-3 semaines à l'avance, même une extrapolation exponentielle, hein, le plus bête, ce serait de faire une extrapolation linéaire. Bon, il ne fait quand même pas l'extrapolation linéaire, mais même une extrapolation exponentielle, c'est déjà plus malin qu'un calcul tout bête. Le problème, c'est que tant que vous êtes dans cette phase-là, bon, ça va bien. Mais le problème, c'est à quel moment ça va redescendre. Et là, c'est difficile là, de savoir à quel moment ça redescend. Parce que ça dépend de plein de facteurs. Et donc, vous voyez, on peut faire c'est un peu comme la météo, si vous voulez. Vous pouvez faire des prévisions à 3 jours, mais si vous faites à 3 semaines, ça ne marche pas trop, quoi. Et alors, l'horizon auquel vous pouvez faire des prévisions dépend de la maladie. C'est pas comme en météo où, si vous voulez, c'est un peu fixe. Mais là, pour chaque maladie, par exemple pour le sida, c'est une maladie qui a des durées très longues. Enfin, à l'époque où il n'y avait pas encore les médicaments, on pouvait prédire plusieurs années à l'avance, à un tel, d'ici quelques années, risque de mourir. Donc sur une maladie qui a une évolution comme ça très lente, vous pouvez faire des prévisions raisonnables.
même quand vous faites des prévisions démographiques, par exemple, les prévisions démographiques, ça marche bien. Vous pouvez faire des prévisions 20 ans à l'avance de combien il y aura de morts, la mortalité dans 20 ans en France, vous ne vous tromperez pas de plus de 5%. Quoi. Parce qu'en fait, les gens qui vont mourir dans 20 ans, ils sont déjà nés. Il y aura, à moins qu'il y ait des révolutions médicales entre-temps, on sait à peu près combien de gens vont mourir dans 20 ans. Ce qui est beaucoup plus dur, par exemple, en démographie, c'est les naissances. Les naissances, ça peut fluctuer suivant les modes, mais au moins la mortalité, c'est prévisible 20 ans à l'avance. Pour les sida, vous pouvez faire des prévisions quelques années à l'avance. Et pour des maladies avec un taux d'évolution beaucoup plus rapide, comme l'épidémie actuelle, il y a un horizon, mais c'est pas très clair à combien vous pouvez faire des trucs fiables. Donc à chaque fois, évidemment, ils font leurs prévisions, puis après, ils voient qu'est-ce qui se passe, et puis ils disent « Ah bah zut, là, on est complètement passé à côté d'un truc. » Ils modifient au fur et à mesure leur modèle, et puis ça se complique, c'est de pire en pire, et puis il y a les nouveaux variants et tout ça. Et maintenant, au début, ils avaient peut-être 100 lignes de code, maintenant ils en ont 5000. Bon. Donc, mais de toute façon, au niveau de collège et lycée, on ne rentre pas dans ce genre de trucs. On monte des trucs très simples, la croissance exponentielle, que déjà les gens comprennent ce que c'est que la croissance exponentielle, et des choses comme ça. Et après, on leur dit, vous voyez, si vous faites une licence de ça, un master de ça, et que vous atterrissez à tel endroit, vous aurez peut-être besoin de ce genre de choses.